Très bien, bonjour à tous. Bienvenue à cette webconférence. Donc, je me présente rapidement, je m'appelle Antonin Pelotti et je m'occupe pour le comité directeur de l'association de l'animation et du développement des régions. Donc, c'est un grand plaisir de pouvoir introduire cette conférence en faisant une présentation rapide de l'association. Je laisserai ensuite la main à Pauline et Lionel pour la présentation des comités et délégations qui sont à l'origine de cette webconférence et qui introduiront également le sujet qui sera traité aujourd'hui par Monsieur Bourra. Alors, les Jeunes IHEDN, rattachés à l'Institut des hautes études de défense nationale, c'est une association qui traite des sujets de défense, de sécurité, de souveraineté, d'engagement de la jeunesse de façon très générale. Et aujourd'hui, ça se matérialise par des conférences, par des articles, par des visites ou des ateliers qui sont faits avec différents types d'interlocuteurs sur ces thématiques-là. Qu'est-ce que je peux vous dire également? En fait, aujourd'hui, l'association est organisée avec des comités qui vont traiter de certaines thématiques de certaines régions du monde ou de délégations en région et à l'international pour les personnes qui se trouveraient un peu éparpillées partout dans le monde ou dans nos régions françaises. On met en œuvre tout un tas d'actions. Donc après tout, vous avez tout un tas d'informations sur le site internet. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos activités. Je vais me permettre de passer un peu plus de temps sur l'une d'entre elles, qui est le rapport Devant nous, qui a été publié très récemment. Devant nous, c'est une collaboration entre plusieurs membres de l'association pour faire parler l'intelligence collective de la jeunesse sur la situation actuelle. On y détaille 32 ambitions qui ont été remises à différentes autorités. Et donc, je vous incite très fortement à aller prendre connaissance de ce rapport et bien entendu à le diffuser largement, puisque voilà, c'est notre contribution à la situation actuelle. Et on va dire pour les activités, on s'adapte, comme vous voyez, en faisant des webconférences comme aujourd'hui. J'en dis pas plus, je vous souhaite une très bonne conférence et je passe la main à Lionel pour la suite des activités. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Donc moi c'est Lionel Mazas, je suis co-responsable du comité Moyen-Orient et Monde Arabe des Jeunes IHEDN avec Bassem Ali Youssef. Donc notre comité fait partie des 14 comités qui constituent l'association, donc les comités géographiques et thématiques qui constituent l'association des Jeunes IHEDN à Paris. Et donc nous organisons toute l'année des événements avec des professionnels et des spécialistes du Moyen-Orient, à savoir des ateliers, des conférences, des dîners-débats, etc. Et nos membres également publient des articles sur le Moyen-Orient toute l'année sur notre site. Donc, j'ai également le plaisir de vous présenter la délégation Auvergne-Rhône-Alpes, qui, donc, comme Antonin l'a dit, fait partie de toutes les délégations régionales qui assurent le maillage territorial de l'association partout en France. Donc, la délégation Auvergne-Rhône-Alpes qui est dirigée par Julien Constanzo et Marina de Castro, qui est très dynamique, qui est active notamment à Lyon, à Grenoble, mais aussi à Chambéry, à Annecy, et qui se développe également dans d'autres villes. Et je vais passer la parole et la main avec grand plaisir à Pauline Faure, qui est donc la chargée de mission Moyen-Orient et Monde Arabe de la délégation Auvergne-Rhône-Alpes, et que je remercie très sincèrement parce que c'est à elle que nous devons cette conférence, et elle qui est organisée. Donc merci à toi Pauline, merci à vous Monsieur Bourra pour nous faire l'honneur de cette conférence, et très bonne conférence à toutes et à tous. Bonjour à tous, bienvenue à tous les participants. Merci Lionel pour la parole. Au nom de l'association Les Jeunes IHEDN, j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à notre intervenant d'aujourd'hui, Monsieur Flavien Bourra. Monsieur Bourra, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur pour l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire à Paris. Vous êtes également chercheur pour le Centre euro-maghrébin de recherche et d'études stratégiques CENRES, et vous enseignez au sein notamment de l'INALCO, qui est l'Institut national des langues et civilisations orientales. Voilà, vous êtes spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient, et notamment vos thèmes de prédilection sont les systèmes militaro-sécuritaires et puis l'étude des enjeux stratégiques en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour nous parler de l'Algérie et de la politique étrangère de ce pays. Le but étant pour nous de mieux comprendre son évolution et de comprendre les nouveaux choix stratégiques faits par l'Algérie.
Il est vrai que l'Algérie a eu à un certain moment un rôle assez important sur la scène internationale, mais aujourd'hui, il semble qu'elle est à une place un peu moins importante, ou du moins différente, puisqu'il semble que l'Algérie voudrait déplacer un peu son influence pour la recentrer sur des enjeux plus régionaux. Voilà, donc ce soir, nous essaierons de comprendre avec vous, Monsieur Bourra, où se situent exactement les enjeux stratégiques de l'Algérie et quels sont les choix qu'elle fait pour atteindre ses objectifs. Avant de vous céder la parole, Monsieur Bourra, je voudrais rappeler quelques informations d'organisation. Chers participants, nous allons avoir 45 minutes de conférence environ, 45 minutes de questions ensuite. Vous êtes invités à poser toutes vos questions au long de la conférence via l'onglet chatter que vous avez sur votre écran. Vous avez deux onglets, un qui s'appelle questions, un qui s'appelle chatter, et il faut poser vos questions sur celui qui s'appelle chatter uniquement. Voilà, vous pouvez les poser tout au long de la conférence et nous y reviendrons à la fin sur la plage horaire qui sera dédiée. Je vous demanderai également de vous limiter dans un premier temps à une question par personne pour que chacun ait l'opportunité de poser sa question et d'avoir une réponse. Et s'il nous reste du temps, évidemment, vous pourrez poser tout ce que vous voudrez comme question. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse la parole, Monsieur Bourra, pour nous parler de la politique étrangère de l'Algérie. Merci, et donc je commence tout de suite. La politique étrangère algérienne, alors j'ai intitulé l'exposé à la recherche d'un second souffle. Je crois que ça traduit assez bien un peu l'idée que je vais développer. On a eu au fond une première période de la diplomatie algérienne, que d'aucuns d'ailleurs appellent l'âge d'or de la politique étrangère de l'Algérie. On va voir un petit peu qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que cela représente dans la réalité. Et puis, une phase, disons, beaucoup plus d'incertitude, de questionnement qui perdure jusqu'à maintenant, mais qui semble vouloir déboucher sur, comme vous l'avez très bien indiqué, une forme de recentrage, de redéploiement sur des paramètres peut-être plus régionaux. Donc voilà ces points que je vais développer. Alors, il est toujours bon de revenir sur le processus historique si on veut comprendre comment les choses fonctionnent actuellement et les évolutions récentes. Et puis aussi, bon, revenir sur quelles ont été au départ sur quelle politique algérienne s'est mise en place à partir de l'indépendance en 1962. Alors, je retiens trois phases. Bon, c'est un petit peu arbitraire, mais il me semble qu'elle découpe assez bien l'histoire de la diplomatie de l'Algérie indépendante. La première phase que j'ai appelée la phase ascensionnelle, qui va de 1962 grosso modo à 1985, au milieu des années 80, qui correspond à ce que, encore une fois, on peut appeler l'âge d'or de la diplomatie algérienne. Et puis ensuite une phase de déclin qui va de 1988 à 1999. Très clairement, cette phase de déclin, elle correspond à la période d'abord de tension née des émeutes d'octobre 1988 et bien entendu de la guerre civile des années 90. Et puis une troisième phase que je fais débuter la fin de la guerre civile 1999-2000 et qui va se poursuivre au cours des deux précédentes décennies, peut-être qui concerne aussi la décennie actuelle qui est en phase de démarrage et que j'ai appelé une phase d'incertitude et de questionnement. Alors, revenons un petit peu sur les principes de la politique extérieure algérienne depuis l'indépendance. Là encore, on va se rendre compte que si ces principes paraissent dans le contexte international stratégique actuel parfois largement dépassés, ils n'en ont pas moins imprégné la grammaire et le langage de la diplomatie algérienne. Encore maintenant, dans le discours public, on retrouve un certain nombre de repères qui sont hérités de ces principes. Alors, vous savez que beaucoup d'analystes algériens ont coutume de dire que le pouvoir dans ce pays, depuis l'indépendance, au fond, s'est reposé sur une double rente. La première étant la rente tirée des exportations d'hydrocarbures, gaz et pétrole, sur lequel l'économie algérienne s'est très largement, sinon exclusivement appuyée, et reste encore très, très largement dépendante de ce domaine, de ce secteur. La deuxième rente, elle est désignée comme étant une rente historique en termes de légitimité, c'est-à-dire
cette légitimité, elle est tirée de la guerre d'Inde. C'est quand même le facteur principal, numéro un de légitimisation du pouvoir politique depuis l'indépendance. Évidemment, depuis, les choses évoluent assez vite. Je serais un peu tenté d'en rajouter une troisième, alors qui ne concerne plus cette fois-ci la politique intérieure de l'Algérie, mais sa politique extérieure, c'est ce que j'appellerais la rente révolutionnaire et tiers-mondiste. Il faut se remémorer le contexte de 1962. L'Algérie sort d'une guerre donc de cette année, qui a été très dure. Elle apparaît au fond un peu comme un modèle. Hein. Le tiers-mondisme est très à l'époque, on peut dire à la mode. C'est un courant qui a une dynamique, hein, et l'Algérie apparaît un peu comme le représentant presque un peu idéal de ce mouvement. Alors, les principes sur lesquels repose cette rente tiers-mondiste, c'est évidemment le non-alignement, l'anti-impérialisme, le soutien au mouvement de libération, et aussi, c'est intéressant, le non-interventionnisme, le principe de la non-intervention militaire à l'extérieur des frontières de l'Algérie. On reviendra au cours de l'exposé sur ce point qui, semble-t-il, est en train d'être remis en cause, en tout cas partiellement. Au fond, on est un peu dans l'esprit de la conférence des non-alignés de Bandung en 1955 et aussi le prestige tiré de la lutte d'indépendance. On a coutume de désigner d'ailleurs l'Algérie de cette époque comme étant la Mecque des révolutionnaires. Je ne sais pas si cette expression est vraiment pertinente. Alors, il est vrai que pendant cette période, notamment pendant les années 60, mais aussi au début des années 70, l'Algérie va accueillir au fond beaucoup de dirigeants importants, de mouvements révolutionnaires, anti-impérialistes. Alors, ça couvre à peu près tout le panel au niveau mondial, hein, des mouvements évidemment d'Amérique du Sud, mais aussi l'African National Congress, aussi le TA, hein, basque, voire l'IRA, des mouvements aussi des mouvements indépendantistes de l'Afrique lusophone, hein, c'est important. Alors bon, tout ça va conférer effectivement un certain prestige à l'Algérie, mais si on regarde sur le fond, on sera plus dans une diplomatie d'attitude que d'influence. Je tâche de m'expliquer. C'est davantage une politique d'affichage, de prestige, mais en termes d'influence, au fond, vous savez, la diplomatie, c'est la capacité à faire bouger les lignes, à créer peut-être de nouveaux rapports de force, mais aussi jouer un rôle de médiateur, à parvenir à des accords de paix, de cessez-le-feu, défendre des intérêts nationaux. Lorsqu'on reste là, on reste plus dans le domaine du symbolique, du discours. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, c'est quelque chose qui compte, mais si on regarde à la suite, hein, on s'aperçoit que tout ça n'a pas eu vraiment de conséquences importantes au niveau de l'influence internationale de l'Algérie. Ce qui est intéressant, c'est que cette période, encore une fois, je ne vais pas m'appesantir trop dessus parce qu'elle ne me paraît pas nécessairement essentielle, même si elle a marqué effectivement, elle a marqué un certain discours, une certaine vision côté algérien. À mon avis, elle atteint son sommet culminant, mais aussi qui marque un peu le basculement vers une forme davantage de réel politique. C'est le discours de Ouari Boumedienne à l'Assemblée extraordinaire à la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies en avril 1974, où il se fait le défenseur, le promoteur d'un nouvel ordre mondial. Hein. Alors là encore, on insiste beaucoup sur le développement inégal, les injustices liées à l'exploitation des pays du tiers-monde, etc. Un discours très tiers-mondiste qui va quand même beaucoup marquer les esprits, mais au fond qui n'aura pas nécessairement de suite en termes d'influence pour la politique de l'Algérie. Ce qui me paraît beaucoup plus significatif, et pour moi, ce qui constitue le vrai moment fort de la diplomatie algérienne, toujours dans cette première phase, hein, 62-85, c'est la période où l'Algérie va mettre en action un rôle actif et efficace de médiateur sur la scène internationale. Grosso modo, c'est une décennie, hein, 1975-1985. Donc, on peut un petit peu modifier ces dates. Plusieurs exemples hein, de médiation réussie, hein, qui ont débouché sur des accords durables, pas toujours éternels malheureusement, mais d'accords solides. Alors tout d'abord, le 6 mars 1975, c'est à Alger, les accords d'Alger entre Saddam Hussein, qui est
vice-président du Conseil de la Révolution irakien, et le Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, accord sur la délimitation de la frontière entre les deux pays sur le Châtel arabe, hein, cette branche des deux fleuves. Accord d'ailleurs qui restera en vigueur jusqu'à l'invasion, jusqu'à l'invasion de l'Iran par Saddam Hussein en octobre 1980. Donc c'est quand même un succès, hein, tout à fait évident. Deuxième médiation très réussie, avec peut-être un impact beaucoup plus fort dans les pays occidentaux, c'est les accords d'Alger qui ont abouti à la libération des otages de l'ambassade américaine à Téhéran. Et là, très clairement, c'est l'Algérie, hein, qui a mené le processus de bout en bout, sous la houlette du ministre des Affaires étrangères de l'époque, Mohamed Ben Yahya. Et puis, ce même diplomate, et l'Algérie va essayer aussi, au début de la décennie 80, d'essayer de jouer les bons offices entre Bagdad et Téhéran pour essayer de tenter de mettre un terme à la guerre. D'ailleurs, Mohamed Ben Yahya disparaîtra en mai 1982 au-dessus de l'Irak, hein, dans son avion. Je ne sais pas exactement encore très bien les circonstances, mais là effectivement, la politique extérieure algérienne a à la fois non seulement cette visibilité, mais elle a cette influence et les actions menées, notamment de médiation, lui valent effectivement l'estime et la crédibilité de la part des grands acteurs internationaux. L'Algérie apparaît comme un intermédiaire incontournable, hein, au fond, hein, capable de concilier des acteurs qui apparaissent radicalement opposés, et le tout pour aboutir à un accord final. Alors, c'est assez amusant l'expression qu'on a pu utiliser à l'époque. On a dit que l'Algérie était devenue le juge de paix de la communauté internationale. Ça n'est pas faux, hein, c'est un peu la définition, hein, d'intermédiaire qui tente de concilier de différentes parties en dehors d'un domaine strictement juridique. Alors, à mon avis, il y a deux raisons qui expliquent ce succès de la diplomatie algérienne. La première, c'est que dans ces négociations que je viens d'évoquer, l'Algérie n'était délibérément pas partie prenante dans ces contentieux. Et elle a observé une stricte neutralité. Alors, évidemment, ça n'empêchait pas qu'il y ait un portage, dans le cas notamment, je pense que l'Algérie sentait une certaine proximité à l'époque, hein, avec la République islamique d'Iran, nouveau régime révolutionnaire, tiers-mondiste, anti-impérialiste. Mais enfin aussi, on sait que l'idéologie baathiste qui s'est développée en Syrie et en Irak a exercé aussi une certaine influence en Algérie, mais il y avait cette volonté effectivement de se cantonner d'une stricte neutralité. Et puis le deuxième facteur qui est souvent moins évoqué, mais qui me paraît très fort, c'est que la diplomatie algérienne disposait, en tout cas à l'époque, de manière très, très nette, de personnel de grande qualité. Et je pense que ça renforçait son efficacité et sa crédibilité. Hein, donc, des diplomates de très haut niveau et qui ont effectivement servi, hein, cette diplomatie de médiation. Alors, dans le même temps, il y a un facteur qui va beaucoup accaparer aussi la politique algérienne, alors à la fois à l'échelle micro-régionale, si je puis dire, donc maghrébine, mais aussi sur la scène internationale, c'est la question du Sahara occidental. Et évidemment, il y aura un poids structurant de la rivalité avec le Maroc, hein, à partir de 1975, de décolonisation, après la décolonisation du Sahara occidental. Et là-dessus, effectivement, ça va quand même mobiliser beaucoup d'efforts de la part de la politique extérieure algérienne, comme du reste marocain. Et puis, cet un peu sage d'or va connaître un petit peu son point d'arrêt progressivement, à la fois en raison de l'émergence de difficultés intérieures en Algérie à partir de la deuxième moitié des années 80. Je rappelle le contre-choc pétrolier en 1986 qui met quand même en péril cette fameuse rente, hein, tirée des hydrocarbures. Le bilan aussi des choix économiques faits en gouvernement algérien, tant dans le domaine agricole qu'industriel, l'aspect social, équipement. Donc il y a un mal-vivre en Algérie qui apparaît et qui débouche sur les émeutes d'octobre 1988. Donc l'Algérie qui se retrouve dans une situation, disons, d'instabilité intérieure, d'incertitude,
et de grandes difficultés. Et puis l'autre facteur, c'est un facteur international, c'est la fin de la guerre froide. L'Algérie, au fond, avait un peu inscrit son action internationale dans ce non-alignement. Alors, effectivement, c'est un pays qui avait des relations avec le bloc de l'Est, notamment dans le domaine militaire, dans le domaine de la coopération de l'armement avec l'Union soviétique. Mais en même temps, c'est un pays qui avait veillé à garder des relations, évidemment, avec l'Europe, parce que c'est incontournable, hein, c'est la proximité immédiate sur le nord de la Méditerranée, mais aussi, par exemple, avec les États-Unis, même s'il y avait eu des périodes de froid, etc. Mais la fin de la guerre froide, quand même, marque un signe. C'est aussi, ça marque aussi le déclin des idéologies dites progressistes, le communisme, le tiers-mondisme, etc. Peut-être dans le domaine symbolique, mais c'est quand même un élément important. Et puis, bon, il y a le début de la guerre civile, durant laquelle l'Algérie va se retrouver dans un isolement très, très marqué, que certains dirigeants vont dénoncer. Alors, encore une fois, je crois que cet isolement, il est dû aussi à la volonté de la communauté internationale de ne pas s'immiscer dans ce qui est quand même un conflit intérieur, une guerre civile d'une forme un peu particulière. Mais il y a, je pense aussi, c'est souhaité par la majorité des Algériens, un refus d'ingérence extérieure. Alors évidemment, la communauté internationale n'est pas indifférente à ce qui se passe, notamment vis-à-vis des formes de violence extrême qui sont exercées par les groupes djihadistes, mais il y a effectivement une grande difficulté de se mouvoir. C'est un conflit, au fond, qui isole l'Algérie, hein, qui a très peu de répercussions d'ailleurs sur le contexte régional immédiat. Toujours est-il que l'Algérie, effectivement, va perdre beaucoup d'abord de son aura, va perdre aussi de ses contacts, de ses relations. Ce qui est intéressant de noter pendant cette période extrêmement troublée et dramatique, c'est que le contexte entraîne le refroidissement, la rupture des relations avec un certain nombre de grands pays du Moyen-Orient. Alors tout d'abord avec l'Iran. Hein. L'Iran, qui était un pays dans les années Chadli, disons la décennie 80, qui semblait relativement proche disons, du pouvoir algérien, peut-être pas toutes ses composantes, là devient en fait un adversaire, puisqu'il y a une rupture des relations diplomatiques avec Téhéran qui va durer quand même 7 ans, hein, 1993 à 2000. Pourquoi? Parce que l'Iran, régime islamiste, soutient le Front islamique du salut, réclame le retour au processus électoral qui va mener le fils donc quasiment à la victoire. Donc tout ça aussi, c'est une forme de rupture, hein, avec les positionnements antérieurs. Il y a aussi, disons, un peu un refroidissement avec l'Arabie saoudite, qui est accusée à mi-mot, ce qui est une réalité, elle le reconnaîtra elle-même, d'avoir soutenu et financé le Front islamique du salut, mais aussi un refroidissement très net avec le voisin marocain qui intervient en 1994, alors qu'il y avait eu un rapprochement, disons, dans la deuxième moitié des années 80, tout à fait palpable, et là, il y a un refroidissement qui est dû aussi à la décision du Maroc, suite à un attentat à Marrakech, de fermer ses frontières, d'expulser les Algériens qui étaient en territoire marocain. Donc, à la fin au sortir de la guerre civile, l'Algérie, effectivement, se trouve dans un état d'essolement qui est tout à fait caractérisé. Et la fin de ce conflit, de cette période de trouble intérieur et l'élection de Abdelaziz Bouteflika va consacrer quand même, d'une certaine manière, et le nouveau président va s'y atteler, le retour de l'Algérie sur la scène internationale. Effectivement, les relations reprennent normalement. L'Algérie, à nouveau, a une visibilité. Le chef de l'État se déplace, etc. Il reçoit des chefs d'État et il y a des accords de partenariat, etc. On revient à une forme de diplomatie, je dirais, standard, normale, mais il apparaît quand même que les ressorts qui faisaient l'originalité de la diplomatie algérienne, auparavant, n'apparaissent plus guère opérationnels, hein, à supposer qu'ils existent encore. Le dernier coup d'éclat, si je puis dire, qui renvoie à cette période de l'âge d'or, c'est l'accord de paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée en décembre 2000, qui est signé quand même sous l'égide du pouvoir algérien. À l'époque, Abdelaziz Bouteflika est président d'exercice de l'OUA. L'Algérie joue le rôle de facilitateur. L'envoyé spécial auprès du secrétaire général à l'époque de l'Organisation de l'Union africaine est Mohamed Sahnoun, hein, donc un diplomate algérien. Donc voilà, c'est un petit peu le dernier, un peu le chant du cygne, mais c'est en fait un événement qui apparaît un peu isolé. Donc on a au fond, voilà, retour à une forme de normalité, mais sans ce qui faisait la spécificité de cette diplomatie algérienne.
Il y a un deuxième grand point de rupture, je pense, dans la politique extérieure de l'Algérie, après celui de la guerre civile. C'est, mais peut-être les conséquences sont peut-être encore plus profondes. Ce sont les soulèvements arabes de 2011. Alors, je ne reviens pas dessus, et surtout la conséquence de ces soulèvements sur la stabilité régionale. On peut considérer que l'Algérie a été quand même assez, comme beaucoup d'ailleurs d'acteurs internationaux ou régionaux, pris de court par rapport au déclenchement de la révolution en Tunisie, et puis après ces soulèvements en chaîne qui sont suivis. Elle a été prise de court, elle ne les avait pas anticipés, et puis elle en a tout de suite palpé les conséquences négatives pour sa stabilité, sa sécurité, notamment autour du dossier libyen. Alors là, d'ailleurs, de manière à juste titre, le pouvoir algérien a considéré que la chute brutale du régime Kadhafi, cette forme, non peut-être pas de chaos, mais enfin de cet effondrement de l'État libyen, qui était quand même très particulier, une Libye de Kadhafi, qui était un partenaire dont on se méfiait beaucoup en Algérie, jugé incommode, mais néanmoins induisait effectivement beaucoup de risques en termes de stabilité, à la fois pour la région, pour le Sahel et pour l'Algérie. Et effectivement, on en a vu les conséquences, notamment avec ce qui s'est passé au Mali, et puis également, je rappelle, l'attaque du site gazier de Tihen Tourin en janvier 2013. Pardon. Donc là, il y a vraiment un choc. En plus de ça, alors on est peut-être plus dans le régime symbolique, mais l'Algérie voyait au fond ces régimes un peu comme le sien, des régimes immuables. Et là, il y a vraiment la prise en considération qu'il y a un bouleversement au niveau régional et que ce bouleversement affecte directement, et d'ailleurs cette vision est tout à fait justifiée, la sécurité de l'Algérie. À partir de là, il y aura les réactions, au fond, on ne sent pas dans un premier temps une réelle volonté d'adapter la diplomatie algérienne à cette nouvelle donne qui demande, au fond, de la réactivité et une relecture, au fond, peut-être aussi des problèmes, des enjeux stratégiques. Alors, il y a un facteur qui joue, c'est notamment, en 2013, c'est le moment où le président Bouteflika voit sa santé fortement décliner, n'a plus évidemment l'entre-gens, etc. Ça affecte certainement la diplomatie. On rentre dans une phase un peu figée de la politique algérienne, qu'elle soit intérieure, bien sûr, mais aussi extérieure. Mais il y a aussi, je pense, un autre point qui est aussi très important, c'est que à partir de ce moment, il y a le constat, alors peut-être qu'il est fait à l'intérieur des structures du pouvoir algérien, mais que le logiciel de la diplomatie algérienne, tel qu'on l'a connu depuis l'indépendance, que j'ai évoqué auparavant, ce logiciel est quelque peu périmé. Il faudrait peut-être le réadapter, le revoir. Alors, pourquoi on peut dire que ce logiciel est périmé le système politique algérien, comme vous le savez, reste caractérisé par une certaine forme d'opacité. C'est un système qui communique peu sur ses orientations politiques, qu'elles soient d'ordre interne ou extérieur. Ce qui est peut-être frappant, et si on compare à la Tunisie post-Ben Ali, c'est que, au fond, il y a des principes tels que j'ai évoqués auparavant, le soutien au processus d'autodétermination, le refus des ingérences extérieures dans la région, le principe de non-interventionnisme militaire en dehors des frontières de l'Algérie. Bon, voilà, ça s'est rappelé souvent, mais les nouveaux modes de promotion, de projection d'une politique extérieure ne semblent pas toujours très bien intégrés. Je pense notamment à ce qu'on appelle le soft power. Je vais revenir dessus quand je vais parler de la politique de l'Algérie en Afrique. Une grande difficulté à communiquer. Également, l'absence aussi peut-être d'une doctrine, en tout cas visible et rendue publique en matière de politique stratégique, sécuritaire, puisque politique étrangère et politique sécuritaire sont même étroitement liées, d'autant plus
dans le contexte sécuritaire actuel du Maghreb et de l'espace sahélo-saharien. Certains analystes ont dit, et je trouve que c'est assez pertinent, que l'Algérie, au fond, continue à se comporter comme si elle était un mouvement de libération nationale. Alors c'est intéressant parce que j'ai entendu la même chose pour définir la politique intérieure. Hein. Or là, on n'est plus du tout effectivement dans ce contexte. Et notamment, je reviens sur la notion d'opacité. Parfois, un sentiment d'improvisation, de flou. Pas beaucoup de pensée stratégique, en tout cas pas de pensée stratégique définie, exposée. Une absence aussi de think tanks, alors que c'est quelque chose qu'on voit quand même se développer dans les pays arabes, dans les pays de la région. Là, en tout cas, il n'y a pas d'organisme avec cette visibilité et surtout avec, à minima, une forme d'autonomie de pensée et de réflexion. En tout cas, c'est l'impression que cela donne. Alors, il y a bien quand même, dans le contexte post-11 septembre, des attentats du 11 septembre, la volonté de l'Algérie de se constituer comme une sorte de hub antiterroriste, mais bon, ça n'aboutit pas. Hein. C'est vrai que l'Algérie met beaucoup en avant, non d'ailleurs sans raison objective, hein, son expérience en matière de lutte contre le terrorisme djihadiste. Et là-dessus, elle a une expérience qui est extrêmement poussée, quoi, parfois contestée dans les méthodes, mais c'est une réalité. Autre facteur aussi plutôt contraignant, je parlais de l'isolement. C'est un pays quand même qui paraît comment dire, un peu enfermé dans ce complexe obsidional. Hein, pendant et encore maintenant, l'idée maîtresse, hein, de l'appareil d'État algérien, c'est de dire l'Algérie est un pays qui compte plus que d'autres, en raison notamment de ses capacités militaires, de son territoire, de sa profondeur africaine, ce qui est tout à fait une réalité hein, d'ailleurs. Ces points objectivement sont réels, mais là aussi on retrouve un petit peu l'état d'esprit qui a présidé à la naissance de la diplomatie algérienne, l'idée au fond d'être un peu au-dessus du lot, que les autres pays n'ont pas cet entre-gens, n'ont pas cette et puis cette affirmation revendiquée d'être quand même le pays qui compte, la puissance qui compte. Alors, le mot hégémonique n'est pas utilisé, n'est pas forcément pertinent pour qualifier cette politique, mais quand même on est le pays qui compte, on est le pays central. Dans la région, rien ne doit se faire si nous n'avons pas, ça va contre notre avis, etc. Voilà, vision quand même. Et puis ce complexe un peu obsidional qui est aussi, je crois, que la marque du pouvoir algérien, du système depuis l'indépendance, peut-être même avant, l'idée un peu au fond, des puissances extérieures cherchent à nuire à l'Algérie, à limiter son influence, etc. Vision au fond qui est un peu celle aussi de la guerre froide, vous voyez, hein, de bloc contre bloc, à une époque où effectivement je parlais, les gens développent plus, y compris dans la région, de ce qu'on appelle les Américains appellent la public diplomatie, le soft power, etc. On sent que ce sont des outils qui n'ont pas vraiment intégré encore, en tout cas, les structures étatiques algériennes. Alors, il y a quand même enfin, il y a on sent en même temps, et parce qu'au fond, la diplomatie algérienne, elle évolue aussi en fonction des changements de personnes à la tête de l'État. Ce qui est intéressant de noter quand même, c'est une volonté de faire un peu bouger les lignes. Et les récentes semaines, on a offert d'ailleurs quelques exemples qui sont, à mon avis, utiles de creuser un petit peu, qui montrent qu'il y a une prise de conscience de cette nécessité de changer les logiciels de la politique de la diplomatie algérienne. Et le premier exemple, c'est notamment vous savez que là, actuellement, il y a une volonté de refondre, de reformater le texte constitutionnel algérien, une nouvelle constitution, beaucoup d'aspects, mais il est évoqué dans la première mouture, hein, l'avant-projet hein, de cette nouvelle constitution, au fond, la fin de la doctrine de non-ingérence, c'est-à-dire ce principe selon lequel l'Algérie s'interdisait d'intervenir d'abord dans les affaires politiques des tiers, mais aussi de manière plus affirmée, quoique ça n'a jamais été non plus inscrit hein, sur le papier, mais toujours affirmé en tout cas et répété, cette volonté de ne pas envoyer de troupes militaires algériens en dehors, à l'extérieur des frontières du pays. Puisque le texte, hein, la mouture, le projet du texte dit en particulier qu'il s'agit de privilégier une stratégie de défense active et préventive
Quand on dit préventive, il y a forcément effectivement cette idée qu'on peut être amené à… Alors, ça ne veut pas dire… ce n'est pas une porte ouverte à la décision de pénétrer dans un territoire voisin sans l'autorisation du gouvernement de ce pays, bien sûr que non. Alors, l'idée au fond de cette remise en cause de ce principe de non-intervention extérieure, elle est, ce qui est nouveau aussi d'un point de vue institutionnel, c'est qu'elle serait soumise à l'autorisation du Parlement. Elle nécessiterait le vote des 2/3 des députés de l'Assemblée nationale populaire pour autoriser ce déploiement à l'extérieur, comme existe d'ailleurs dans beaucoup de pays démocratiques, notamment les États-Unis. Ce qui est intéressant aussi, au-delà de cet aspect, disons, juridique, c'est que le président Tebboune, le nouveau président, parle encore évidemment de vocation de puissance régionale. Je reviens sur cette idée, l'Algérie et le pays central, mais il insiste, et ça c'est un fait nouveau, sur l'Afrique et le Sahel et le Maghreb. Donc, on voit bien quand même cette volonté de recentrage sur le précaré. Pourquoi? Parce que c'est là où se jouent, où sont présents les principaux défis sécuritaires susceptibles d'affecter l'Algérie et son environnement d'ailleurs immédiat. Donc ça, je pense que c'est assez intéressant, ce rappel dans le discours. Alors, la question qui se pose, on voit bien effectivement que cette volonté maintenant, elle est affichée. C'est aussi une forme de pragmatisme. La réalité du terrain, la réalité qui est celle des défis sécuritaires qui touchent l'Algérie actuellement, au fond, nécessite ce recadrage, ce recentrage. La question de savoir est comment pourra-t-elle se mettre en place? Alors, parce qu'elle nécessite quand même un certain nombre d'infléchissements au niveau de la politique régionale, au niveau aussi du fonctionnement de l'État algérien. Qu'est-ce qui fait la politique extérieure? Quelle est la part de pouvoir exécutif? Quelle est la part de la diplomatie, mais aussi quelle est la part de l'État profond? Vous savez tous que c'est l'État profond, ça désigne à la fois les forces armées et l'appareil de sécurité et d'enseignement, donc qui occupe une place quand même qui reste très importante, quoique là aussi il y a eu un certain nombre d'évolutions au cours des dernières années, et dont le rôle quand même dans ce domaine, sur ces dossiers sensibles, reste important. Ce sont des questions qui se posent actuellement, et pour poursuivre et terminer l'exposé, ce que je me propose, c'est de revenir sur le dossier de la politique africaine et sahélienne de l'Algérie. Je crois qu'il y a un bon exemple, justement, et au fond une sorte de terrain qui pourrait effectivement éclairer sur ce changement de portage, ce recentrage de la diplomatie algérienne. Alors, concernant l'Afrique, je parlerai davantage de l'Afrique sahélienne, parce que l'Algérie est un pays important sur le continent africain en termes de population, en termes de superficie, mais aussi en termes de moyens militaires. C'est quelque chose qu'il faut rappeler. Mais je resterai, disons, dans l'espace qui est constitué par le Sahel et disons, l'Afrique de l'Ouest. Un constat quand même aussi, là aussi, dans les années, au cours des 2 dernières décennies, la politique africaine de l'Algérie a subi un certain déclin. Alors, ce déclin s'est fait progressivement et en dépit du fait que, je parlais du personnel diplomatique auparavant, les dossiers africains sous les mandats de Bouteflika ont été quand même continués à être gérés par des gens qui connaissaient bien ces dossiers, qui ont été d'ailleurs occupé des rôles très importants au sein de la diplomatie, le ministre François Abdelkader Messahel, Ramtan Lamamra, qui était ministre des Affaires étrangères. Donc, ce sont des gens qui connaissent ces dossiers. Mais néanmoins, on sent quand même que là aussi, l'Algérie a un peu perdu la main. Alors, effectivement, à différents niveaux. Il y en a un, d'abord, sur le plan diplomatique. C'est vrai que l'Algérie avait réussi un beau coup dans les années 80. C'était convaincre, appuyer cette décision de très nombreux États africains de reconnaître la République sahraoui démocratique et populaire. Effectivement, beaucoup de pays membres de l'Organisation de l'Union africaine avaient reconnu le Sahraoui, ou plus non, son émanation politique.
Et alors ça avait été plutôt, alors pour le coup, un échec pour le Maroc, qui lui d'ailleurs avait quitté l'OUA en signe de mécontentement. Or là, on se rend compte que progressivement, c'est le flux inverse qui s'est développé au cours des dernières années, et actuellement, beaucoup de pays sont revenus sur cette décision et ont cessé de reconnaître la RASD, ce qui d'ailleurs a provoqué le retour du Maroc au sein de l'organisation qui s'appelle maintenant l'Union africaine. Donc là, c'est quand même si l'Algérie veille toujours à dire et à rappeler que le conflit du Sahara ne la concerne pas, hein, que c'est un processus de décolonisation, droit à l'autodétermination. Bon, en réalité, on sait quand même qu'elle est très très proche derrière le Front Polisario, mais là, c'est vrai que on voit encore un peu une perte de main en termes d'influence diplomatique. Et puis, il y a d'autres paramètres qui sont les paramètres sécuritaires. Et là, les évolutions, alors, qui se sont renforcées à la faveur des soulèvements arabes de 2011, aussi ont posé un certain nombre de questionnements. On montrait là aussi que le pays n'avait peut-être pas les outils, disposait pas des outils forcément adéquats pour faire face à ces défis, car quand même, une grande partie des défis sécuritaires qui affectent l'Algérie viennent du sud, certainement beaucoup plus que des deux voisins algériens et tunisiens, du sud et je dirais du sud-est avec la Libye. Mais défis sécuritaires donc créés par le terrorisme djihadiste, hein, bien sûr, donc vous savez, une grande partie de ce qui reste, ce phénomène djihadiste est devenu vraiment résiduel au Maghreb, c'est au Saint-Sul, au nord, mais il a encore des bases et des capacités dans l'espace sahélo-saharien. Donc ça, c'est un point quand même qu'il faut souligner. Il y a le développement de l'économie informelle, des trafics, de la criminalité organisée, parfois liés au djihadisme, dans ce même espace sahélo-saharien. Et puis, un nouveau maintenant, qui est apparu dans les années 2000, un défi majeur, qui est la question migratoire. En longtemps, l'Algérie, effectivement, critiquait l'attitude des pays d'Europe, eu égard à leur politique restrictive par rapport à la migration maghrébine vers l'Europe. Or là, ils font face effectivement à un problème avec une pression qui est de plus en plus forte, puisque l'Algérie n'est plus seulement une zone de transit vers l'Europe, mais c'est aussi pour les migrants venus d'Afrique subsaharienne un lieu d'installation potentielle. Donc c'est quelque chose qui est qui est difficile à gérer à la fois sur le plan technique et aussi sur le plan humain. Effectivement, les politiques de fermeture, de refoulement de ces migrants peuvent affecter à l'extérieur l'image de l'Algérie, comme celle de tous les pays qui font face à ce défi. Mais là aussi, l'image de l'Algérie en Afrique peut s'en trouver aussi affectée. Alors, encore une fois, je reviens sur un peu l'inadaptation des outils de cette diplomatie algérienne par rapport à ces défis ou ces enjeux africains ou sahéliens. Là encore, sur le plan économique, je parlais du soft power. Je me laisserai une comparaison, alors mais je pense qu'il commence à être intégré en Algérie, celle avec l'éternel rival marocain. On constate actuellement que le Maroc développe une politique très proactive, hein, une diplomatie très proactive en direction de l'Afrique, notamment de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui est assez nouveau, on a constaté pendant longtemps qu'à l'époque notamment de Hassan II, la diplomatie marocaine était un peu atone. D'une manière générale, elle est très, très axée sur la question du Sahara occidental, la défense des positions marocaines, orientée aussi sur les relations avec les pays occidentaux, les pays d'Europe occidentale, de la rive nord de la Méditerranée. Et puis, pour le reste, on ne voyait pas grand-chose. Cette diplomatie était aussi largement le fait des services de sécurité extérieure, la JED, donc une politique un peu à reine courte, très gérée directement par le roi. Et puis, depuis effectivement l'avènement de Mohamed VI, on voit qu'il y a un redéploiement, une ouverture, une redynamisation de cette diplomatie, et avec notamment les outils du soft power. Ce n'est plus seulement en termes de pression ou d'activisme diplomatique, mais on va s'intéresser aux outils qui sont celui du développement économique, de la formation, y compris même le champ religieux. J'aime pas
offrir. Ça peut avoir un aspect un peu symbolique. Mais on voit que le Maroc, alors avec peut-être un peu prématuré d'en tirer un bilan dans l'immédiat, mais ça lui donne un regain d'influence au sein des pays d'Afrique de l'Ouest. On développe un nouveau concept, celui d'afro-atlantisme. Voilà, bon. Du côté algérien, on n'a pratiquement rien vu de semblable jusqu'à maintenant. Encore une fois, la diplomatie algérienne est restée à des paramètres très, un peu figés, je dirais, y compris dans le domaine économique. On dit que, vu qu'il existait encore des entraves administratives très fortes pour les opérateurs algériens désireux d'accéder au marché africain. Vous voyez, là aussi, c'est lié au mode de fonctionnement du système économique algérien, mais aussi peut-être aussi du mode de fonctionnement administratif, bureaucratique. Voilà, donc on pourrait citer beaucoup d'autres exemples qui fait que ce pays là disons, a du terrain à rattraper, notamment pour pouvoir retrouver une influence, mais avec, disons, tout à fait dans une autre vision, me semble-t-il. Alors, de quels outils dispose l'Algérie quand même? Parce que l'Algérie a essayé de mettre en place un certain nombre d'outils pour sortir de la guerre civile. Mais quand je disais que ces outils n'étaient pas forcément toujours adaptés, ils sont quand même très axés sur le domaine régalien sécuritaire. Les initiatives tournent toujours autour du domaine sécuritaire. On voit que l'aspect économique, l'aspect formation civile, etc., l'aspect influence même culturelle, je parlais de vecteurs religieux sur lequel essaye de s'appuyer la diplomatie marocaine en Afrique de l'Ouest, c'est aussi une réalité. Alors, d'abord, je ne vais pas quand même tous j'essaie de citer les principaux. D'abord, on a le CAERT, le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme, créé en 2004. C'est sous l'égide de l'Union africaine, mais ça a été créé à Alger. Son but, c'est d'évaluer la menace terroriste en Afrique, promouvoir la coopération au sein de l'Union africaine. Mais on voit que il y a un problème qui est aussi fonctionnel et un peu inévitable. C'est la très grande difficulté de coordonner l'action, les échanges des services de renseignement de la région, qu'ils soient maghrébins et africains aussi. C'est un peu un blocage. Une deuxième initiative aussi tout à fait algérienne, c'est le CEMOC, donc le Comité d'état-major opérationnel conjoint. Lui qui a été créé en 2010, c'est à Man Rasset, au sud de l'Algérie. Alors là aussi, qui est plus axé qui réunit effectivement les états-majors opérationnels des armées de différents pays, mais avec actuellement, c'est une structure qui apparaît plutôt en sommeil, qui serait à repenser, et avec, j'en reviendrai peut-être pour conclure, les limites, c'est que il n'y a pas l'ensemble des pays maghrébins, notamment le Maroc. Ça est lié au contentieux entre les deux pays. Mais on voit bien les limites de ce genre de structure à partir du moment où elle n'accueille pas l'ensemble des acteurs étatiques de ce sous-ensemble régional qu'est le Maghreb. Par contre, il y a des tentatives aussi de médiation, j'en avais parlé avant, à un niveau beaucoup plus, je dirais, micro-régional. Notamment, il y a eu les accords d'Alger de juin 2015, sous parrainage algérien, pour parler intermalien entre le gouvernement de Bamako et les différents mouvements de libération de Nazawad. Alors, on sait qu'actuellement, c'est là aussi, mais ça n'est pas imputable à la diplomatie algérienne, c'est une situation malheureusement qui reste figée et toujours non résolue. Alors voilà, ça c'est un peu les initiatives algériennes en Afrique, et puis, ça se passe bien, et puis il y a des initiatives extérieures, mais elles qui sont contestées par l'Algérie. La première d'entre elles, c'est la création du G5 Sahel, force militaire conjointe, qui réunit un certain nombre des États, je crois que ça va de la Mauritanie au Tchad, si je ne me trompe pas. Alors vous savez que le G5 Sahel, on s'interroge beaucoup dessus. C'était aussi la volonté de la France et des pays européens de soulager, disons, le poids des interventions, notamment pour la France, de l'opération actuellement Serval, et puis aussi de favoriser les initiatives et la prise en charge par les pays africains et sahéliens eux-mêmes de leur propre sécurité. Dans la réalité, il y a un paramètre effectivement auquel se heurtent tous les pays qui veulent agir dans cette région pour essayer d'améliorer la sécurité. C'est moi ce que j'appelle un peu la crise de l'État et du territoire, la très grande fragilité des États, évidemment, qui ne facilite pas ce genre d'initiative. Alors, l'argument de l'Algérie, pour pas reconnaître, pour critiquer le G5 Sahel, c'est de dire aussi, au fond, l'Algérie a pour principe de ne pas mener des opérations extérieures militaires
hors de ses frontières. Voilà, ça n'est pas adapté, etc. Donc, voilà un petit peu où on en est actuellement, hein. Alors, pourquoi ce que je disais tout à l'heure, ces velléités, visiblement, ces volontés côté algérien de redéployer, de revoir un peu les paramètres et les principes de la diplomatie, notamment eu égard aux problèmes régionaux, sont intéressantes et peuvent être mis en parallèle avec le champ, au fond, le champ d'application de cette nouvelle vision, un peu de ce New Deal de la diplomatie algérienne. Le nouveau terrain par excellence semble être le terrain sahélo-africain, puisque, alors, là aussi, ça suppose évidemment un certain nombre de décisions, de visions, hein. Il y a un domaine qui est aussi important en matière de diplomatie. Je parlais de la formation. C'est une chose que fait déjà le Maroc, hein, formation de militaires des pays d'Afrique de l'Ouest, formation d'étudiants. Alors, il y a également, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants africains civils, hein, qui étudient en Algérie. Mais là, il y a effectivement un domaine qui est. Alors, il y a aussi des formations qui sont menées au niveau sécuritaire par l'Algérie dans les pays du Sahel, mais ça demande évidemment à être développé, augmenté. L'idée peut-être de possibilité future de formation de militaires algériens au sein de la force africaine en attente, l'autre composante, disons, panafricaine de sécurité. Ce qui est intéressant, effectivement, là, par rapport au nouveau texte constitutionnel, c'est à la fois l'idée que l'Algérie puisse être amenée, encore une fois, à intervenir. Alors, il ne s'agit pas d'intervention passive, certainement pas, mais soit à la demande d'États voisins, soit pour participer à des opérations de maintien de la paix. Alors, pendant longtemps, l'Algérie, évidemment, selon toujours ce principe de refus de l'intervention extérieure, toujours décliné le fait de participer aux opérations de maintien de la paix, notamment sous l'égide des Nations Unies ou sous l'égide de l'Union africaine, considérant que les pays qui le faisaient, c'était une allusion au Maroc, c'était une forme un peu d'être un peu les serviteurs, quelque chose d'un peu les supplétifs, disons, de grande puissance. Or là, il est peut-être trop prématuré pour le dire, mais on sent quand même là aussi un changement de vision et de portage. C'est cette idée aussi qui a été évoquée, que j'ai eu une interview récemment, qui disait qu'au fond, si on voulait être crédible et influent, il fallait être présent sur les champs d'opération. Alors, encore une fois, dans un contexte multilatéral, de répondre à la légalité internationale, mais qui ne suffisait pas d'être dans les enceintes diplomatiques internationales, il fallait être aussi, d'une certaine manière, sur le terrain d'opération. Alors, on a évoqué aussi, et je terminerai peut-être sur cet aspect, je n'ai pas beaucoup parlé du Maghreb, j'ai évoqué évidemment la rivalité algéro-marocaine, et je pense quand même que c'est très important de revenir sur ce point. J'ai du mal à imaginer, c'est vrai aussi pour les deux pays voisins, disons le retour ou la mise en place d'une vraie diplomatie influente sans une réelle volonté de parvenir à une forme en tout cas de coopération régionale, mettre un terme à cette espèce d'isolement dans lequel se retrouvent pratiquement les 5 pays de l'Union du Maghreb arabe, qui est une organisation qui est totalement en sommeil, qui n'a plus de réalité palpable, elle a été créée en 1989. Je pense que l'équation maghrébine, elle est quand même indispensable en termes de crédibilité internationale. D'abord parce qu'il faut que ces pays, qui, je le rappelle, sont confrontés aux mêmes défis sécuritaires, puissent mettre leurs efforts en commun. Ça me semble que ça entame leur souveraineté nationale. Mais là, il y a quelque chose à faire. Or, pour le moment, on est vraiment toujours dans l'expectative. Alors, il est vrai que la dégradation de la situation sécuritaire en Tunisie au milieu de la décennie précédente, à partir des années notamment 2013, avec l'implantation territorialisée de groupes djihadistes, venus d'ailleurs en partie d'Algérie, oui, parfois nécessité fait loi, a amené à une coopération et une assistance de la part de l'Algérie vis-à-vis de la Tunisie pour lutter contre cette mouvance djihadiste transfrontalière et surtout empêcher qu'elle se développe en territoire tunisien. Alors, certains ont parlé de ce droit de poursuite de l'armée des forces de sécurité algériennes en territoire tunisien. Il n'en a rien été.
peut-être que l'idée aurait émergé s'il y avait un risque de déstabilisation trop fort en Tunisie. Et de toute façon, c'est très clair, je pense que ça ne pourrait plus se faire qu'avec, à la demande, évidemment, du gouvernement tunisien. Encore une fois, on reste sur des postures légalistes. On a parlé aussi d'un droit de poursuite que s'était accordé l'armée algérienne en Libye. Je ne sais pas si c'est vrai, notamment après l'affaire de Hissène Tourine en janvier 73. Enfin, c'est vrai que la Libye actuellement est une frontière qui est reconnue, qui est balisée entre les deux pays, parce que c'est une zone qui est extrêmement difficile à contrôler sur ces espaces vides. Mais encore une fois, là-dessus, je crois qu'il ne faut pas non plus fantasmer. On n'a pas, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de changement d'attitude de l'Algérie sur cette question. Mais encore une fois, il y a une forme de blocage, de difficulté, un peu d'un enfermement sur une vision très algérocentrée, mais on peut retrouver aussi chez certains pays voisins, et qui bloque tout processus d'intégration régionale et de coopération, et donc de mutualisation des politiques de sécurité, qui sont vraiment un volet aussi des politiques extérieures. On avait effectivement eu quelques espoirs au début des années 2000, avec l'avènement de 2 nouveaux chefs d'État en Maroc et en Algérie, quelques signaux aussi qui pouvaient laisser imaginer un rapprochement, la fin de ce contentieux. On s'aperçoit qu'il n'y a rien été. Et actuellement, rien ne laisse, en tout cas, penser qu'on soit sur un processus de rapprochement, de normalisation, même si les deux pays entretiennent des relations diplomatiques. Voilà. Avec la Libye, c'est évidemment extrêmement difficile, puisque, comme vous le savez, c'est un pays qui est en proie à différentes factions, avec notamment deux factions principales en termes de moyens et de contrôle du territoire qui s'affrontent sur le terrain militaire de manière létale. Là aussi, peut-être un point sur la Libye quand même qui est très important. L'Algérie a veillé à garder une forme de neutralité entre les deux principaux belligérants, le général Haftar et le gouvernement d'union nationale de M. Sarraj. Mais là, on voit encore, c'est une difficulté. Un peu aussi, là, ce dossier aussi témoigne de la perte d'influence de l'Algérie, puisque pour remplacer Hassan Salamé comme envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies sur la Libye, c'était M. Lamamra, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui avait été pressenti, et puis sa candidature n'a pas été retenue. On peut imaginer qu'effectivement, sa connaissance, son expérience, ça n'a pas été le cas. Donc là, on voit encore qu'il y a une sorte de travail de crédibilité à effectuer côté algérien, mais aussi, je pense, de concertation minima au niveau maghrébin. Voilà, je terminerai là-dessus. Je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Bourrin. C'était très intéressant. Nous allons tout de suite passer aux questions sans transition. Je vais vous donner les premières questions. Alors, nous avons une première question par rapport aux routes de la soie. Quelle est la position algérienne sur les nouvelles routes de la soie? Et quel est le type de coopération établie par l'Algérie avec la Chine dans le domaine de l'approvisionnement chinois en énergie et en matières premières? Ça, c'est une question. D'accord. Oui, je vous laisse peut-être. Allez-y, je vous en prie. Non, je vous laisse peut-être les autres questions, poser les autres questions. Ou... Comme il y a déjà 2 questions en une, peut-être vous pouvez répondre directement à celle-ci. Alors, merci. C'est une question un peu piège, parce que c'est un dossier que je ne connais pas très bien. On a pas mal écrit sur la politique de la Chine en Algérie. C'est vrai que c'est devenu le premier partenaire commercial devant la France. Alors, sur le plan énergétique, là, je ne serais pas capable de vous répondre. Quelle est la part de... Est-ce qu'il y a des acquisitions côté chinois d'hydrocarbures algériens? Je n'en suis pas sûr, mais je ne pourrais pas vous répondre. Sur la route de la soie, ce que je constate, c'est que les pays du Maghreb ne se sont pas énormément exprimés sur le fond. Peut-être attendent-ils de voir un peu plus. Bon, en général, ces initiatives chinoises sont plutôt saluées, comme d'abord quelque chose un peu de nouveau, de dynamique, et puis on sort un peu effectivement pour des pays qui ont quand même de dépendance dans leurs relations, notamment économiques avec l'Europe, avec le monde occidental. Voilà, mais je n'ai pas beaucoup d'éléments
d'éléments là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que les Chinois essayent d'avoir une relation à peu près équilibrée avec l'ensemble des acteurs régionaux. C'est vrai avec le Maroc, c'est vrai avec la Tunisie, avec la Libye, qui était un grand partenaire avant le chute de Kadhafi de la Chine. Néanmoins, je crois qu'on avait été évoqué la mise en place, l'installation d'une grande base, non plutôt d'un port, hein, une grande infrastructure portuaire construite par les Chinois dans la région, disons qui est la région du Chinois, la région de Cherchell, un projet absolument gigantesque d'un nouveau port. Finalement, le projet a été annulé. Hein. C'était quand même je pense, un très gros investissement côté chinois. Alors, quelles sont les raisons? Je les ignore, mais ça montre peut-être aussi parfois les limites des promesses, des investissements de ce genre de pays. Mais voilà, j'ai pas beaucoup d'éléments sur cette question. Merci. Nous avons une question sur l'ambassadeur algérien qui a été rappelé, l'ambassadeur algérien en France qui a été rappelé par son gouvernement après la diffusion des documentaires sur le Irak. Et la question est donc de savoir comment vous, Monsieur Bourra, vous analysez cette décision et si, selon vous, elle pourrait préfigurer une nouvelle attitude de la présidence Tebboune vis-à-vis de la France. Oui, alors bon, d'abord, j'évite toujours de parler un peu de ce dossier des relations franco-algériennes, d'abord parce qu'il est sensible. Oui, je suis pas sûr qu'il faille y accorder plus d'importance. Bon, il est vrai, il y a une chose un constat, dès qu'en France on parle de l'Algérie, ça suscite toujours des réactions passionnelles, que ce soit de la part des autorités étatiques, mais aussi parfois d'une partie de l'opinion. Apparemment, ce qui a été le cas, d'après ce que j'ai compris, sur cet aspect-là. Donc, ça montre l'extrême sensibilité. Parfois aussi, cela indique qu'on a un peu le sentiment que la France agit comme une sorte de miroir réfléchissant, encore en Algérie, 58 ans après l'indépendance. Hein. Donc, ça pose beaucoup, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je suis pas sûr qu'à l'inverse, côté français, on a le même prisme. Mais oui, est-ce que c'est une manière de baliser le terrain, de dire voilà, bon, il y a une extrême sensibilité, effectivement, ça j'aurais pu le rappeler dans mon exposé, des autorités algériennes à ce qui peut être considéré comme des formes d'ingérence extérieure dans la politique interne du pays qui est difficile actuellement. Des formes de contestation, il y a une situation économique qui est particulièrement critique, etc. Alors bon, l'Algérie n'est pas la seule dans ce domaine, et c'est vrai qu'il y a une susceptibilité, je dirais, un peu épidermique, avec ce sentiment que je disais un peu obsidional, hein, voilà, avec et aussi, disons-le, je parlais de, c'est un alibi, un argument aussi d'autolégitimisation, c'est un penchant parfois pour invoquer la main de l'étranger lorsqu'une situation, quelque chose va mal en intérieur. On désigne, effectivement, c'est un réflexe. Je n'est pas le seul pays à l'avoir pratiqué, mais c'est vrai que c'est un réflexe depuis très longtemps de facilité aussi, je dirais, voilà, peut-être pour essayer de détourner une forme de mécontentement. Ou, ça aussi, quand je parlais des logiciels, un peu de la politique algérienne et de la diplomatie, cette idée toujours de rappeler que l'Algérie est indépendante, qu'elle a gagné son indépendance au terme de cette année de lutte, etc. Que voilà, bon, une forme un peu de susceptibilité, je dirais, qui est peut-être plus affirmée que dans d'autres pays de la région. Mais ça n'est pas la première fois que ce genre disons, de militants se manifeste dans la relation entre les deux pays. Il me semble que sur le fond, ça n'est pas l'état des relations, des échanges qu'il peut y avoir entre les deux pays. Merci. Nous avons après deux questions, une par rapport à la zone d'influence qu'est l'Afrique et puis par rapport à la zone d'influence potentielle qui est le Moyen-Orient. Alors la première question, c'est est-ce que vous pensez que le rôle de l'Algérie dans le règlement des tensions dans la bande sahélo-saharienne et puis aussi dans le conflit en Libye pourrait devenir plus important qu'il n'est déjà, un peu comme est-ce que son rôle qu'elle a eu par exemple pour le Mali en 2015, est-ce que elle pourrait retrouver une place un peu centrale comme ça avec
des répercussions plus importantes que ce qu'il y a eu pour le Mali, ou est-ce que son influence ne pourra pas se déployer de nouveau? Là encore, je pense que oui, il y a sûrement une possibilité, mais peut-être à condition d'avoir peut-être un regard nouveau et encore une fois des instruments de projection diplomatique rajeunis, renouvelés, etc. Là aussi, enfin, c'est un sentiment. Je crois qu'il y a quelque chose d'important, c'est de changer aussi le vocabulaire. Hein. Le vocabulaire, il exprime aussi manière d'agir, un peu un nouveau, une nouvelle forme Encore une fois, je crois que la connaissance, elle existe en Algérie hein, sur les dossiers sahéliens, certainement. Alors, je le disais pendant longtemps, il n'y avait pas évidemment de dispositif militaire. Bon, les services de renseignement algériens ont joué un rôle et continuent à jouer un rôle important hein, sur cette. Alors, je crois que leur présence est quand même nécessaire compte tenu des enjeux sécuritaires, mais il faut aussi, disons, diversifier les approches et surtout la manière de voir des choses, les angles d'attaque, si vous voulez, pas uniquement rester sur cette vision stricto sécuritaire. On sait d'ailleurs que les problèmes sécuritaires au Sahel nécessitent, et d'ailleurs les Algériens le disent à juste titre, des moyens qui ne sont pas uniquement des moyens létaux, l'usage de la force, de l'armée, etc. Un volet social, culturel, institutionnel qui est extrêmement important. Les populations sont éventuellement touchées et cibles du djihadisme. Donc là-dessus, je pense que les capacités, la vision existe, hein, la vision de la réalité reste après. C'est là où je m'interroge concernant la politique algérienne, c'est la capacité justement à dépasser un peu ces réflexes hein, hérités du passé, etc. Ces formes de vision un peu obsidionales. Mais je pense que ça vaut aussi peut-être pour les relations avec le Maghreb. Mais et encore une fois, vous savez, la politique et la diplomatie, c'est une question de confiance. Il faut un minimum, c'est pas facile hein, dans le contexte actuel, réussir à avoir des relations de confiance avec tous les acteurs impliqués. Mais il y a une grande difficulté là aussi. Le volontarisme, qu'il soit du côté algérien ou de tout autre pays qui souhaite agir en faveur de la stabilisation de cette région, va se heurter à des réalités. La situation libyenne, honnêtement, c'est quand même extrêmement difficile d'agir. Vous savez, on dit beaucoup que, je le pense personnellement, le dossier libyen implique le moins d'interventions extérieures possible. Les interventions, notamment militaires étrangères, ne font qu'ajouter, aggraver, disons, la situation interne à ce pays, ou ce qu'il en reste. Là-dessus, je pense que l'Algérie en est là aussi parfaitement consciente. Elle a d'ailleurs veillé jusqu'à maintenant à, comme d'ailleurs les autres pays du Maghreb, comme la Tunisie, hein, qui est un peu plus exposée parce que une attitude de neutralité, ne pas prendre parti pour un camp contre l'autre. Ça, je pense que c'est une attitude qui est tout à fait sage, mais ça ne suffit pas aussi à exercer une forme d'influence. Là aussi, le volontarisme, il y a des réalités qui sont évidemment très contraignantes. Et concernant le Moyen-Orient, nous avons une question pour savoir en fait comment l'Algérie se sent concernée notamment par le conflit qui est en Syrie. Et est-ce que, il y a une deuxième partie dans la question, c'est est-ce qu'elle fait-elle parler une forme de cohésion sunnite avec les monarchies du Golfe ou agit-elle avec pragmatisme et en fonction de ses seuls intérêts? Ou est-ce qu'elle n'agit pas du tout au Moyen-Orient? Peut-être qu'elle est complètement désintéressée. Oui, j'ai pas parlé de la politique au Moyen-Orient, hein, parce que, en fin de compte, parfois en France, on a cru à une époque l'Algérie constituait une sorte de porte d'entrée hein, sur ces dossiers. Bon, je ne crois pas. Alors là aussi, hein, la diplomatie algérienne, et je pense à l'époque de l'Aziz Bouteflika, hein, qui a été quand même très longtemps ministre des Affaires étrangères, avait des points d'ancrage, des relations avec les dirigeants du Proche et du Moyen-Orient. Bon, vous savez que l'Algérie a toujours eu une position, notamment sur le dossier du Proche-Orient, une position dure, maximaliste. Hein, elle fait partie de ce qu'on appelait le front du refus après la visite de Sadat à Jérusalem. Il y a raison de plus après l'accord de paix signé en 1979 entre Israël et l'Égypte, aux côtés de la Syrie, de l'Irak, du Sud, de la Libye. Donc, c'est partie des pays dits durs, hein, position. J'ai dit aussi qu'il y avait eu
il y avait une forme d'accointance, de proximité, notamment au niveau des appareils sécuritaires, des forces armées, liées à des formations aussi d'officiers algériens, de cadres dans Syrie, donc avec les régimes bassistes, hein, Syrie, Irak, mais enfin bon, ça n'était pas non plus… on ne peut pas dire qu'il y a eu un désintérêt de l'Algérie hein, sur cette partie, mais on est resté peut-être là aussi, peut-être plus dans le symbolique. Hein. Et alors, dans le contexte actuel, c'est plus intéressant à noter, c'est que encore une fois, sur le dossier syrien, l'Algérie a adopté une position très ferme, hein, très affirmée, hein, c'est-à-dire de soutien au pouvoir en place et de refus évidemment à la fois d'intervention extérieure, à raison de plus si celle-ci visait à renverser le pouvoir en place. Mais il y a un autre dossier sur lequel la position de l'Algérie est marquée, affirmée, plus que d'ailleurs les autres pays du Maghreb, même si sur le fond, je pense que leur position est assez proche, c'est celui du Yémen. L'Algérie a très clairement refusé de participer à la coalition aux côtés des Émirats arabes unis et de l'Algérie pour combattre la rébellion houthiste. Hein, vous voyez, donc là, on retrouve effectivement alors quelque chose qui s'ancre dans la profondeur historique, mais qui est aussi, je pense, qui répond à une vision de l'Algérie qui considère que la stabilité prime sur toute autre considération, un refus des interventions extérieures, effectivement. C'était vrai pour la Libye, mais c'est vrai pour le Yémen et c'était vrai pour la Syrie aussi. Donc là-dessus, au fond, c'est intéressant de noter que l'Algérie a une position qui est très, très proche de celui de la Russie, de celle de la Russie. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a une relation quand même qui reste forte hein, entre Moscou et Alger, hein, très ancienne, peut-être des hauts débats, mais globalement, notamment dans le domaine de la défense. Et là-dessus, la politique menée par la Russie dans la région, ce regain d'influence et d'activité, est bien perçue en Algérie. Bien perçue, parce qu'elle correspond à la vision pour les Algériens, effectivement, des enjeux politiques, idéologiques et sécuritaires. Là aussi, on voit que l'Algérie, qui a repris des relations diplomatiques avec l'Iran depuis en 2000, a veillé aussi à, disons, ne pas se prononcer sur un affrontement ou une guerre froide, comme on a dit, entre chiites et sunnites, entre régimes arabes dits modérés et les autres, etc. Hein, là aussi, une volonté, moi je pense, qui répond aussi à une forme de réel politique, hein, une forme de réalisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ses voisins maghrébins pensent à peu près pareil, mais l'affirment peut-être de manière moins tranchée, moins revendiquée, je dirais. Mais l'affaire du Qatar aussi, hein, l'Algérie comme les pays d'ailleurs ont refusé de prendre parti pour le Qatar ou contre le Qatar. Mais enfin, visiblement, n'ont pas suivi. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est une volonté de ne pas suivre de manière inconditionnelle les orientations militaro-stratégiques de l'Arabie Saoudite et aussi d'une certaine manière des Émirats arabes unis. Donc ça, quand même, ça mérite d'être noté. En quoi l'Algérie, par exemple, se différencie complètement d'un régime comme le régime égyptien, par exemple. Vous voyez. Donc là, il y a une position qui reste, mais qui n'apparaît pas isolée dans le nouveau contexte, aussi au Maghreb. Mais elle est plus affirmée. Et par rapport à la Russie, justement, est-ce que vous pensez, enfin, puisqu'elle a quand même, la Russie a une grande influence au Maghreb, mais est-ce que vous pensez que le fait qu'il y ait cette influence-là, par exemple, que la Russie forme certains militaires algériens ou qu'il y ait une fourniture d'armement russe auprès des Algériens, est-ce que vous pensez que c'est aussi pour cette raison que l'Algérie a cette position par rapport au Moyen-Orient ou pas du tout? Et qu'elle suit un peu la politique russe et la position russe? Non, là-dessus, je crois qu'il convient de… J'avais écrit un papier au mois de février sur le redéploiement, le regain d'intérêt de la Russie pour le Maghreb, réinvestissement. Attention, proximité ne veut pas dire acceptation. D'abord, encore une fois, les Algériens sont nationalistes. Hein. Quelque chose aussi qui est important hein, j'ai peut-être oublié de le préciser dans les principes hein, de base, c'est un nationalisme très chatouilleux, alors qui s'exprime notamment au sein de l'appareil militaro-sécuritaire. Hein. C'est quelque chose de très fort. D'ailleurs, du reste, à l'époque de Boumedienne, là où la coopération avec l'Union soviétique avait pris une forme ascendante extrêmement forte, le gouvernement, le pouvoir algérien même avait refusé d'accepter qu'il y ait des instructeurs soviétiques dans les unités algériennes, encore moins qu'il y ait installation de bases soviétiques ou de facilités sur le territoire algérien. Donc vous voyez quand même volonté d'indépendance nationale et même si on a des relations qui sont fortes, tout ce qui peut ressembler à de suggestion ou d'alignement est refusé. Alors je pense que c'est toujours valable, hein, même si le contexte a beaucoup changé.
et j'imagine que les Russes l'ont probablement compris. Hein. Donc là aussi, on avait évoqué la perspective non plus d'un grand port principal chinois, mais d'une base, d'une installation déploiement de navires de guerre soviétiques, on a dit à Annaba, dans le pays. On n'a rien vu arriver. Là encore, je pense que les Algériens savent faire la part des choses. Coopération, similitude de vues sur des grands dossiers régionaux, etc. Mais voilà, pas de suggestion, pas de. On garde, disons, son autonomie, son indépendance, surtout sur les questions militaro-sécuritaires. Il y a une question par rapport au fait que vous avez évoqué l'opacité un peu du système algérien. Et la question qui est posée, c'est un peu de savoir comment vous arrivez à travailler sur l'Algérie, puisqu'il y a cette opacité-là. Peut-être est-ce que les documents sont accessibles et à quoi du coup ressemble un peu votre quotidien de chercheur. C'est une personne qui demande ça. C'est assez compliqué parce qu'effectivement, je ne veux pas dire que c'est comme la défunte soviétologie, mais non, le problème se pose notamment, y compris pour les Algériens. Beaucoup d'Algériens reconnaissent que c'est souvent difficile d'essayer de comprendre, de percevoir ce qui se trame au sein du système, du pouvoir, indépendamment du fait qu'il y a une presse en Algérie qui est assez lue. Hein. Il y a beaucoup de journaux partisans, mais là encore, si on compare aux deux pays voisins, alors, l'exemple tunisien est le plus frappant parce qu'il y a un processus de démocratisation, d'ouverture, ce qui est quand même un peu un processus révolutionnaire dans la région, il faut bien reconnaître. Là, le Maroc, c'est évidemment beaucoup moins poussé, mais il y a eu quand même, depuis 1999, aussi un certain nombre d'ouvertures et une forme de transparence, notamment dans la politique, les objectifs de la politique sécuritaire et la manière dont elle s'exerce. C'est vrai que concernant l'Algérie, on est encore. Alors, on est amené à faire un peu des supputations. On sait qu'il y a un certain nombre de fondamentaux, de paramètres qui sont sur lesquels on peut faire des constats. Après, effectivement, on est en plus dans l'expectative, dans les interprétations. C'est pour ça que faut être toujours prudent. Je ne sais plus qui disait récemment en Algérie, celui qui parle ne sait pas, celui qui sait ne parle pas. Une formulation peut-être un peu réductrice, mais non, il y a une part de vérité quand même. Le travail des chercheurs est évidemment très important. Le terrain de la recherche s'est beaucoup ouvert en Tunisie, mais aussi de manière au Maroc. En Libye, il est rendu difficile, mais il existe quand même depuis la chute de Jim Kadhafi. Toutes les limites posées notamment par les paramètres sécuritaires. Mais en Algérie, ça me paraît quand même toujours encore un peu compliqué. Une forme de méfiance, de susceptibilité sur des sujets qui sont considérés comme sensibles, etc. Donc là, oui, il y a encore une fois, et un autre point sur lequel je ne manque pas d'insister, hein, de rappeler, alors ce côté français, il y a aussi une forme de déshérence des études maghrébines sur le Maghreb contemporain en France, hein, qui est tout à fait critiquable et dommageable. Essentiellement, les livres ou les travaux qui sont faits portent sur la période coloniale ou la période de la guerre d'indépendance, alors que c'est quand même des sujets très importants et intéressants, très complexes par ailleurs. Mais encore une fois, c'est vrai que le terrain algérien n'est pas facile d'accès. Il y a bien sûr la presse, il y a des gens qui s'expriment, on n'est plus à l'époque des années 70, bien sûr. Hein. Mais là encore, on est dans un système où la transparence fait encore défaut. Au fond, on a un système étatique qui ne souhaite pas vraiment communiquer. Le monde de fonctionnement est quand même une confidentialité, un entre-soi, etc. Alors c'est vrai que dans le monde actuel, y compris dans des régimes qui étaient considérés comme des régimes très fermés et tout, des choses, enfin, il y a des périodes de haut et de bas, je dirais, mais ce qui me frappe, moi, concernant l'Algérie, c'est qu'on reste quand même sur une position qui est celle déjà des premiers temps de l'indépendance. Vous voyez, là aussi, je pense changer un peu les logiciels, parce qu'il y a tout un travail à faire. Et peut-être que le système ne le souhaite pas parce que considérerait que ça ouvrirait des portes de vulnérabilité ou de contestation. Je ne sais pas.
Je reviens un instant sur la Russie, parce qu'il y a une question là, relative à son action en Libye, en fait, qui semble un peu plus interventionniste que la position qu'a l'Algérie. Est-ce que vous pensez que cette différence de position peut nuire à terme aux relations Russie-Algérie, ou en fait, non, ils sont simplement pas d'accord, et puis cela influencera pas forcément leur coopération? Bon, je pense que les positions de Moscou et d'Alger sont peut-être pas si éloignées que de ça sur le dossier libyen. Encore dans la note que je citais, il faut relativiser le soutien des Russes à Haftar et à l'armée nationale libyenne. Au fond, ce qui semblerait, parce que là aussi, hein, on n'a pas, sur la politique russe, même si les choses ont beaucoup évolué, on n'a pas forcément toutes les clés, pas nécessairement exprimées toujours en public. Il semblerait que les Russes ne souhaitent pas, au fond, une victoire intégrale, définitive de Haftar. Alors, c'est vrai qu'il y a un paramètre qui a pu jouer, c'est la présence d'islamistes, une tendance frère musulman au sein du gouvernement d'union nationale. C'est peut-être moins pertinent maintenant. Il y a le poids de ce qu'on appelle. Bon, là-dessus, je pense que les soviétiques jouent une carte qui n'est pas un appui inconditionnel. Vous voyez, au fond, ils ne souhaitent pas qu'un des deux camps gagne intégralement. La question que je me pose, est-ce que pour les Algériens ne pensent-ils pas la même chose? Peut-être pareil aussi pour les Tunisiens. Alors on voit un pays comme l'Égypte, effectivement, qui a un soutien plus affirmé, plus marqué militairement aux côtés d'Haftar, mais même l'Égypte, pas nécessairement, c'est pas un soutien totalement définitif et inconditionnel. Je pense que c'est peut-être plus le cas des Émirats arabes unis, mais qui ne sont pas un pays de la région. Hein, vous voyez, avec ce tropisme obsidional contre les islamistes, contre les musulmans, etc. Voilà. Alors, il y a le paramètre turc aussi sur lequel l'Algérie s'est assez peu exprimée. Mais encore une fois, là aussi, je pense que les positions de Moscou et d'Alger sur le dossier libyen se sont pas irrémédiablement opposées. Je pense qu'elles sont relativement alors, proches, je ne sais pas, parce que là aussi, n'interviennent pas, on n'en voit pas de. Mais je pense qu'il peut y avoir une forme de compréhension. Je peux peut-être me tromper, mais je pense qu'il y a une forme de compréhension. Je pense que nous avons encore le temps peut-être pour 2 questions, si vous arrivez à répondre pas trop longuement. Une première question sur le Sahara occidental. Un participant se demande si la tension qui est liée à cette zone, pardon, entre Alger et le Maroc pourrait être due à la France et à l'Espagne historiquement, et si cette tension peut influencer pardon, oui, si est-ce que c'est lié à la France et à l'Espagne, ou est-ce que pardon, je crois que est-ce que je sais pas si j'ai été claire, mais oui, non, je comprends. Non, mais moi, je crois fondamentalement à l'autonomie hein, des tensions, des enjeux stratégiques, des conflits, etc. Voir la main de l'étranger ou du complot, Alors c'est vrai que c'est un réflexe souvent dans la région, hein, même si on l'entend moins maintenant. La question du Sahara occidental, on a coutume de dire que s'il n'y a pas d'intégration et de coopération maghrébin, c'est à cause du contentieux entre l'Algérie et le Maroc. Et la cause fondamentale de ce contentieux, c'est le dossier du Sahara occidental. Et moi, comme pas mal de gens au Maghreb, j'ai tendance à penser que non, il n'y a pas de règlement du dossier du Sahara occidental parce qu'il y a toujours ce contentieux entre Alger et Rabat. J'inverse un petit peu Au fond, à l'origine, il y a c'est classique d'ailleurs, la rivalité de deux pays, certes qui présentent sans de différences sur le plan institutionnel, sur le plan des ressources, sur le plan aussi géographique. Mais au fond, on a les deux pays qui se disputent un peu je ne veux pas dire le leadership maghrébin, mais voilà. Et puis, vous savez, il y a les contentieux et les crispations, elles peuvent s'alimenter sur des événements passés qui ne sont pas passés, justement. Il y a eu la guerre des sables, hein, au lendemain de l'indépendance de l'Algérie. C'est vrai que côté algérien, ça a été mal ressenti. Je pense qu'il en est resté des traces. Et côté marocain, il y a évidemment cette idée qu'au fond, l'Algérie a aidé le Polisario pour avoir un débouché sur l'Atlantique, pour renforcer
sa puissance, son influence, voire son hégémonie régionale, isoler le Maroc, etc. Donc oui, des deux côtés, on a cette idée que forcément le voisin a des mauvaises intentions vis-à-vis de l'autre. Ceci exclut une question, beaucoup de gens s'interrogent pourquoi ces deux pays procèdent à des achats d'armement qui sont quand même assez considérables. Alors, il y a une raison très objective, c'est effectivement, c'est vrai pour l'Algérie, mais c'est vrai aussi, dans moindre mesure pour le Maroc, les défis, les menaces sécuritaires qu'il y a dans l'espace sahélo-saharien. Ça, c'est quelque chose de tout à fait logique. Après, il y a quelque chose de moins palpable, c'est un peu le sentiment d'insécurité. Au fond, alors que l'hypothèse d'une guerre entre ces deux pays est totalement exclue. Mais l'idée qu'au fond, quelquefois, on se sent un peu menacé. Vous voyez, ça relève plus du sentiment, quelque chose qui est moins palpable. Et c'est un vrai problème, ça, parce qu'au fond, objectivement, d'abord, il y a beaucoup de liens entre les habitants des deux pays, hein, des liens familiaux, historiques, etc. Il y a une complémentarité, d'ailleurs, du reste avec la Tunisie. Au fond, tout ça paraît maintenant un peu… mais bon, c'est quelque chose… mais personnellement, non, je ne crois pas du tout à… Les acteurs, je crois que les acteurs internationaux auraient voulu voir ce conflit, ce dossier se refermer. Alors c'est vrai qu'il n'a plus beaucoup d'incidence actuellement à l'échelle internationale, on n'en parle quasiment plus. Depuis la mission de James Baker comme envoyé spécial dans les années 2000, au fond, il n'y a plus vraiment de propositions. Alors, j'ai l'autonomie côté marocain, mais c'est un dossier un peu enterré actuellement. Et c'est vrai qu'il a été largement éclipsé, totalement, par les dossiers sécuritaires qui se sont développés au cours des années 2000 et surtout pendant la décennie 2010. Voilà. Mais encore une fois, la clé est, au fond, il suffirait peut-être de peu de choses. Hein, la nature du contentieux, il n'y a pas de revendication territoriale réelle. Enfin, voilà. Après, c'est une question de volonté politique, mais pour le moment, elle n'est pas là. Merci. Et une dernière petite question, si vous pouvez répondre très rapidement. Par rapport à la présence américaine au Maghreb, comment est-elle perçue et puis quels sont un peu, en quelques mots très brièvement, quelles sont les relations Algérie-États-Unis? Oui, je ne vais pas parler des États-Unis, ça a été un acteur important, il avait une oreille bienveillante vis-à-vis du mouvement indépendantiste algérien, hein. Il a joué un certain rôle au niveau diplomatique à la fin de la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance. Après, bon, il y a eu un refroidissement lié aux orientations de la diplomatie algérienne, tiers-mondiste, plus proche des soviétiques, etc. Oui, alors, présence militaire américaine en Algérie, au Maghreb, il n'y en a pas. Hein. Il y a des missions de coopération, hein, il y a les autres pays. Ça c'est un peu un fantasme. De manière récurrente, on dit les Américains. On a entendu que les Américains avaient installé une base vers le sud de l'Algérie, vers Tamanrasset. On a parlé aussi d'une base dans la région dans le sud, pointe sud de la Tunisie. On a parlé aussi du choix par le commandement AFRICOM, quand il a été créé dans les fin des années 2000, le nouveau grand commandement militaire pour l'Afrique du Maroc pour y installer son quartier général. Enfin, tout ça s'est avéré inexact, faux. Je pense que les pays des trois pays du Maghreb central entretiennent chacun à leur manière une bonne relation avec les États-Unis. Alors, de manière un peu différente, c'est lié à l'histoire, au positionnement diplomatique aussi de ces pays. Mais avec l'Algérie, il n'y a, à part la rupture qui a suivi la guerre des 6 jours en 67, il n'y a plus, j'ai rappelé le rôle de l'Algérie dans l'élévation des otages en Iran, il y a des relations, ça, au niveau du gaz, etc. C'est vrai que l'Algérie a beaucoup joué de cette image après le 11 septembre, hein, comme étant un pays expérimenté dans la lutte contre le terrorisme djihadiste, et ça a été entendu côté américain, bien sûr. Voilà, mais encore une fois, une présence, et les Américains eux-mêmes sont bien conscients que s'implanter militairement au Maghreb, à supposer que cela soit accepté par les gouvernements de la région, ce qui est très, très difficile à imaginer, ça les exposerait. Enfin, je veux dire qu'il ça serait un très mauvais signal donné et que les moyens, disons, les moyens techniques dont ils disposent ne font qu'ils n'ont pas besoin d'implantation directe. On a souvent dit pendant longtemps que les Américains considéraient le Maghreb, d'un point de vue militaire, comme une sorte d'étape entre les États-Unis et le Moyen-Orient lorsqu'ils interviennent au Moyen-Orient. Et c'est vrai que maintenant, avec les nouvelles technologies et leur déploiement dans le Golfe notamment,
on ne voit pas vraiment en quoi ils en auraient besoin. Et encore une fois, ça n'est pas du tout à l'agenda ni des États-Unis, ni des pays du Maghreb. Là-dessus, je crois qu'il ne faut pas fantasmer. Comme d'ailleurs pour les Russes, hein, c'est exactement pareil. Hein. Oui. Et l'Algérie, là, je pense que a toujours cette position, pas de base militaire, mais je vois que les deux pays voisins sont aussi dans les mêmes positions. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Bourra. Nous arrivons à pile à l'heure, il est 20h00. Merci beaucoup pour votre intervention. C'était passionnant. Je pense que tout le monde s'accordera à dire que c'était très intéressant. Et puis, nous allons mettre fin à l'événement. Et puis, peut-être au plaisir de vous retrouver pour une autre intervention sur un autre sujet une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur. Merci à tous.